Nous avons deux tables rondes ce matin qui sont centrales. La première, et les participants vont venir s'installer maintenant, c'est la question d'accueillir, écouter et accompagner la parole des victimes. Alors, j'ai évidemment pas besoin de vous rappeler l'enjeu de cette question. Elle est centrale. La parole des victimes, ça a été ce qui a été sous-jacent de toutes les discussions que nous avons eues hier. Et pour cela, voilà, nous allons recevoir les responsables de trois instances qui ont dû se saisir de cette question, qui ont dû apprendre, qui ont dû progresser, qui ont dû travailler avec vous aussi pour s'ajuster, l'INIR, la CRR et puis évidemment la commission Sauvé. Voilà, on va les accueillir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. En 2021, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, rend un rapport qui montre l'ampleur des violences sexuelles dans l'Église. Le rapport établit le chiffre de 330 000 personnes victimes de pédocriminalité entre 1950 et 2020. Surtout, il montre le caractère systémique de ces actes. C'est donc à l'Église, dans son ensemble, qu'il incombe la responsabilité de les réparer. C'est pourquoi, parmi les 45 recommandations du rapport, certaines portent sur la reconnaissance et la réparation des personnes victimes. Dans la foulée de ce rapport, deux instances dédiées sont créées. La première, c'est donc l'INIR, Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Elle est missionnée par la Conférence des évêques de France pour accompagner les victimes de prêtres, diacres, diocésains ou les laïcs en responsabilité ecclésiale. La seconde, c'est la CRR, Commission reconnaissance et réparation. Elle est créée par la Conférence des religieux et religieuses de France pour accompagner les personnes mineures ou majeures dites vulnérables, victimes de religieux ou de religieuses. 3 ans après, l'INIR a accompagné 1200 personnes sur les 1600 qui se sont adressées à elle, et la CRR a accompagné ou accompagne 1065 personnes. Alors que les dernières révélations autour des violences sexuelles et physiques commises au sein de l'établissement Notre-Dame de Bétarame entraînent une nouvelle vague de témoignages, ces deux instances ont vu leur demande d'accompagnement augmenter. Et cela montre, s'il était besoin, l'actualité de cette question, comment accueillir, écouter et accompagner les personnes victimes. Donc pour en parler ce matin avec nous, Jean-Marc Sauvé. Vous êtes monsieur un grand serviteur de l'État, ancien préfet, ancien vice-président du Conseil d'État, et vous avez eu la lourde tâche de présider la CIAZ. Marie Derain de Vaucresson, vous avez dédié votre carrière comme juriste à la protection des enfants, d'abord à la protection judiciaire de la jeunesse, puis comme défenseur des enfants. Vous avez été nommée présidente de l'INIR pour un mandat qui a été renouvelé jusqu'en 2026. Et Antoine Garapon, vous êtes magistrat, ancien membre de la CIAZ, et vous avez fait beaucoup pour vulgariser le droit auprès du grand public par vos émissions de radio, vos livres. Et donc je me permets de citer le dernier qui a trait directement au thème de cette conférence, qui s'appelle « Pour une autre justice, la voie restaurative ». Et vous êtes président de la CRR. Voilà, alors pour commencer, vous avez tous les trois eu l'occasion d'écouter de très nombreuses victimes qui vous ont décrit non seulement ce qu'elles avaient subi, mais aussi les conséquences tout au long de leur vie de ces actes. Que retenez-vous de ce dialogue? Qu'est-ce qui vous a marqué? Peut-être Jean-Marc Sauvé pour commencer. Oui, nous avons eu au sein de la CIAZ l'intuition que les victimes détenaient un savoir unique sur les violences sexuelles et qu'au fond, seules les victimes pouvaient nous permettre d'y accéder et pouvaient permettre de restituer ce savoir à l'Église et à la société. Et c'est l'occasion pour moi de souligner, en présence d'Antoine Garapon, qui a fait partie de la CIAZ, que notre travail n'a pas été principalement fondé, construit sur le droit, sur la médecine ou sur les sciences humaines ou sociales. Notre travail a été fondé sur la parole des victimes. Voilà, les personnes victimes ont, je dirais, par l'écoute que nous avons faite, accédé au statut de témoin. Elles étaient victimes, elles sont devenues témoins et elles sont devenues aussi actrices de la vérité. Et c'est donc la parole des victimes
qui a servi de fil conducteur à notre rapport, même si ça n'a pas toujours été vu, notamment par une première partie qui a été consacrée au savoir expérientiel, et ensuite, chacun des développements du rapport a été introduit par des paroles pertinentes de victimes. Voilà, donc c'est bien grâce à elles que notre travail a été conçu et écrit, même si, par ailleurs, on a pris appui sur les sciences humaines, sociales, sur le droit. Et je pense que les victimes nous ont permis de comprendre, et moi, en tout cas personnellement, oui, tout à fait, ce qu'ont été, ce que sont les violences sexuelles et leur impact. Hein. C'est d'abord l'atteinte, et une atteinte gravissime, à la dignité et l'intégrité des personnes qui les subissent, avec des conséquences de longue durée. Et ces personnes, eh bien, elles ont subi le plus souvent un véritable stress traumatique et elles sont très souvent atteintes à des degrés divers, mais d'un véritable empêchement d'être et de vivre. Ça, c'est le premier point. Il y a un autre trait qui distingue les violences sexuelles telles que nous les avons appréhendées au travers du témoignage des victimes, des témoignages qui, à chaque fois, n'ont pas duré moins de 2 heures. Hein. Ce sont des crimes qui sont invisibles, à la fois dans l'ordre social et même sur le corps des victimes. Alors, c'est évidemment des infractions très graves, mais le trouble à l'ordre public des violences sexuelles ne se voit pas, et faute de traces visibles, les auteurs, si jamais ils sont inquiétés, peuvent se réfugier dans le déni avant de soutenir qu'ils ignoraient l'âge de la victime ou que celle-ci a consenti à ce qui lui était arrivé. Hein. Et la victime aussi, autre caractéristique fondamentale que nous avons comme ça découverte au fil du temps, c'est que la victime est enfermée par l'abuseur dans un rapport de domination ou d'emprise qui est destiné à lui transférer une part du fardeau de la culpabilité et donc aussi à l'enfermer dans une forme de secret. Ce que nous avons fait ensemble, c'est un secret entre nous et nous partageons déjà plein de secrets. Ceci a été dit, ce qui fait que des enfants victimes de violences sexuelles sont ensuite allés s'en confesser auprès d'autres prêtres. Hein. Et le crime sexuel donc commis sur des enfants est vraiment toujours le résultat d'une manipulation ou d'un abus d'autorité et de pouvoir. Et puis alors, on l'a mesuré de multiples manières et chaque histoire est singulière. Chaque histoire est absolument singulière et pourtant, il y a des caractéristiques communes qui se dégagent. Et ce qu'on a noté, c'est que la victime est souvent prise aussi dans un environnement familial ou institutionnel qui a couvert ce qui s'est passé et qui, en tout cas, a contribué davantage à l'enfermement qu'à la libération. Et dans l'Église, le rapport pervers que je viens d'évoquer d'emprise, il s'est souvent enraciné dans une dénaturation du sacerdoce, des sacrements ou de l'accompagnement spirituel. Et enfin, là, je n'ai pas prévu de le dire, mais il y a une chose qui est vraiment revenue en écoutant ces victimes, ces enfants, ce qui s'est passé est dégueulasse. Voilà. Et de voir comment, je dirais, la grâce, la révélation ont été ainsi dénaturées est absolument bouleversant. Mais et je terminerai peut-être par là, ce qu'a écrit le pape François dans sa lettre au peuple de Dieu sur le lien, et il n'a pas utilisé ces termes, mais sur le continuum
entre l'abus de conscience, l'abus spirituel et l'abus sexuel, et d'une vraiment très grande justesse. La conséquence de tout cela, eh bien, c'est le silence dans lequel ont été ou sont encore souvent enfermées les victimes, ce silence pouvant durer des décennies, et comme ça, il a recouvert d'un voile d'ignorance voilà, des violences qui, inconnues et invisibles, n'existent pas. Voilà. C'est le crime parfait, puisque personne ne les voit et que la victime ne peut pas en parler. Marie Derain, peut-être en complément, quand ce silence se brise et que les personnes victimes viennent à vous, viennent à l'INIR, qu'est-ce qui vous marque dans cette parole qui se libère? Il y a les personnes qui viennent d'être décrites, c'est-à-dire celles qui ont déjà parlé, que ce soit à la SIAZ ou à une cellule d'écoute, ou à un autre endroit, mais beaucoup plus rarement. Et puis il y a toutes celles qui n'ont jamais parlé et qui arrivent encore aujourd'hui à l'INIR sans avoir dévoilé quoi que ce soit à personne, avec le même mécanisme pour ces personnes qui vient d'être décrit par Jean-Marc Sauvé. Pour celles qui ont déjà parlé, on est dans un autre type de rapport qui passe par des attentes qui sont extrêmement importantes et auxquelles il faut répondre, avec une forme d'exigence et de rugosité dans la relation. Alors, c'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même majoritairement le cas. Et il y a eu une promesse qui a été faite, je dirais même une double promesse, celle du travail de la SIAZ et celle des évêques qui ont pris leurs responsabilités en novembre 2021, qui entraîne ce rapport d'exigence avec les personnes victimes et qui fait peser le poids de ne pas décevoir. Et au fond, ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré dans ma vie professionnelle auprès des enfants, des adolescents, où il faut être là, tenir parole, tenir le cap. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai ressenti très très fort au moment où, en plus, on construisait l'instance. Il fallait tenir ce cap et tenir contre vents et marées, malgré des révélations, malgré des tempêtes qui pouvaient arriver d'ici ou là. Antoine Garapon, dans votre travail à l'CRR, qu'est-ce qui vous marque justement dans l'écoute de ces victimes, sur ce qu'elles ont vécu ou sur la manière dont parfois l'histoire jaillit? Je renchérirai sur ce que vient de dire Jean-Marc Sauvé, parce que j'avais cette expérience à la SIAZ, ça a été une confirmation. La confirmation et vraiment c'est une expérience quotidienne pour nous, de la dévastation que ça provoque dans des vies. Et cette dévastation, des difficultés sociales, psychologiques très nombreuses, mais je crois qu'elle est adossée à une sorte de choc métaphysique, c'est-à-dire celui qui devait m'annoncer le salut a semé la mort en moi. Et donc, c'est d'ailleurs une image qui revient souvent des enfants qui disent, des enfants, lapsus, des personnes qui ont entre 60 et 70 ans, après une vie ratée, disons-le, qui viennent dire, eh ben, il faut maintenant que ça va mieux, il faut que je m'occupe de l'enfant mort qui est en moi. Et donc, c'est quelque chose c'est pour nous une expérience qu'on fait tout le temps, à laquelle on ne peut pas s'habituer. Et face à ça, on constate qu'il y a un risque, et c'est peut-être un risque qui est spécifique au milieu religieux, parce qu'on a un double mandat maintenant. On a le mandat de la COREF et puis le mandat de l'Église protestante unie de France, et donc on a deux cultures chrétiennes. Il y a toujours ce risque de sursymbolisation, c'est-à-dire de se protéger devant la réalité terrible, je parle pour l'Église, de la violence sexuelle, de s'en protéger et finalement ne plus la voir. Et on travaille beaucoup, c'est aussi une particularité de la CRR avec les congrégations qui sont des véritables partenaires de justice. Partenaires, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on construit ensemble avec des collectifs de victimes quand on le peut, des congrégations et nous. Et je suis frappé, il y a une congrégation qui nous a demandé de leur organiser 2 jours de formation pour les aider, je cite, à se convertir au réel. Se convertir au réel. Je pense que c'est ça l'enjeu, c'est de regarder cette horreur
en face et de regarder et d'être toujours capable de s'indigner devant ces conséquences. Et alors justement, dans vos deux instances, et avec un peu d'expérience maintenant, quel est le cadre qui est nécessaire pour que cette parole et le réel de cette parole, non pas tout ce qu'elle peut charrier en plus, vraiment le réel, puisse être entendu, que cette parole puisse se dérouler jusqu'au bout déjà, et puisse être entendue? Quel cadre vous semble vraiment nécessaire? Peut-être Marie. On a présenté le rapport annuel la semaine dernière et la personne victime qui a témoigné au cours de cette présentation n'arrêtait pas de parler de professionnels. Et en fait, c'est la première nécessité, c'est-à-dire d'avoir effectivement des personnes qui sont professionnelles. Professionnels de l'écoute, professionnels de l'accompagnement, professionnels aussi dans une approche positive, de relèvement, de réparation, forcément. Et ça, il y a des prérequis, et puis il y a, on aura l'occasion d'y revenir sans doute, mais le fait qu'on fait quelque chose d'assez inédit et qui a obligé à construire une démarche, la structurer, la rendre le plus sécurisante possible pour les personnes victimes, pour les référents qui ont la responsabilité d'accompagner les personnes, et de ce fait aussi les former, je dirais même intensément, notamment sur des aspects comme le psychotrauma. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis de relier aussi ce que l'on fait à différents autres acteurs, en premier lieu les diocèses. C'est ce qu'on organise dans une des étapes autour de la confirmation de vraisemblance. Et puis là aussi, peut-être qu'on détaillera plus tard, mais c'est tous les enjeux que vient d'évoquer Antoine Garapon, de pouvoir construire ce que nous appelons à l'INIR les démarches restauratives, de faire avancer aussi les diocèses, les cellules d'écoute, le lien qu'on peut avoir avec la Conférence des évêques de France. Donc ça veut dire une proposition qui est structurée à la fois dans l'approche organisationnelle, de réponse un petit peu institutionnelle, je vais le dire comme ça, et en même temps une approche qui est très précise et organisée dans la démarche d'accompagnement avec les personnes victimes. Et alors justement, vous parlez de cette professionnalisation et c'est vraiment le fait que les personnes victimes ont besoin de s'adresser à des professionnels. Qu'est-ce qui motive le fait qu'elles viennent vous voir? Qu'est-ce qu'elles attendent en fait de vos deux instances? Peut-être Antoine, qu'est-ce qu'elles vous disent en arrivant? Quel est le déterminant en fait? Je crois qu'elles nous disent un peu, elles sont très proches de ce que vient de dire Marie. Elles arrivent avec une souffrance parfois inélaborée, inélaborable. Et donc le travail, c'est un travail d'écoute et c'est un travail d'écoute et de nomination, dire ce qui s'est passé. Et pour nous, on est très... Alors Marie disait, on est des professionnels. Ce sont des gens qui ont tous eu une carrière ou qui ont encore une carrière et qui sont là en tant que citoyens engagés, pas nécessairement catholiques d'ailleurs, et qui, quand on a fait une évaluation de du retour des victimes qui avaient fini le processus, elle disait on a rencontré des gens normaux. On a rencontré des gens normaux avec lesquels on a pu partager cette expérience. C'est ça notre axe. Oui, je voudrais dire que, pour ma part, j'ai mesuré que la prise de parole, et je pense que beaucoup de collègues de la SIAZ ont fait la même expérience, cette prise de parole, elle a souvent été difficile, voire douloureuse. Alors, dans la deuxième étape, celle de la reconnaissance et de la réparation, il y a des obstacles qui ont déjà été franchis. Mais en ce qui nous concerne, ça a été vraiment quelque chose de tout à fait saisissant. C'est-à-dire que la parole libère, certainement, mais pas dans l'instant. Pas dans l'instant, seulement dans le temps long, et encore avec un accompagnement ou une supervision. Et combien de victimes se sont présentées devant nous livides, parce qu'elles mesuraient bien ce que cette démarche leur coûterait, une démarche qu'elles avaient initiée. Combien de victimes se sont effondrées devant nous en cours d'audition? Un certain nombre d'entre elles ont renoncé
à des rendez-vous sollicités et acceptés par elle. Et d'autres victimes n'ont pas été en capacité de relire le compte-rendu de leur audition, ou ne l'ont fait qu'après de longs mois, en réalité, de douleur ou de tergiversation, tellement revenir sur le récit de leur histoire était difficile. Et ce que je voudrais dire, c'est que je pense que les victimes ne se sont pas adressées, en tout cas à la SIAZ, pour se soulager. Elles ont parlé pour témoigner, et pour témoigner quoi qu'il en coûte, donc bien au-delà d'elles, pour témoigner de ce qui s'est passé dans l'Église et pour faire émerger la vérité. Et voilà, c'est vraiment, c'est une étape, à mon avis, décisive aussi, mais j'y reviens à cette idée du passage de victime à témoin. Marie Dorin, vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, vraiment pour être très rapide, ce que les personnes victimes viennent chercher et ce qu'elles disent venir chercher, c'est la reconnaissance, d'abord, de ce qu'elles ont subi, et puis la vérité. Et il y a une manière de le dire, et c'est le docteur Chartier-Sibène qui le dit comme ça, c'est de remettre de l'ordre dans leur vie. Et dans la manière d'accompagner à l'INIR, on part du récit de la personne, comme c'était le cas à la SIAZ, comme c'est le cas aussi à la CRR, et ce récit, il est reçu par une référente, un référent, qui le réécrit, enfin qui l'écrit plus exactement, qui le met en forme et qui le soumet à la personne victime, qui peut l'amender, le réaménager autant qu'elle le veut. Et en fait, ce passage par le récit, qui n'est autre qu'un récit autobiographique, permet justement de remettre de l'ordre dans l'histoire de la personne. Les personnes qui ont compté, celles qui ont peut-être trahi, mais aussi les événements marquants négatifs, qui sont forcément très envahissants, mais aussi les éléments positifs, et ce qui permet aussi de s'appuyer sur ces aspects-là. Alors justement, après cette étape du récit qui est coécrit, qui est tout un processus, il y a la partie de la réparation. Comment on organise ce processus de réparation, avec notamment son volet financier. Dans les témoignages qu'on a entendus, beaucoup n'avaient pas anticipé ce volet financier, ne l'avaient pas demandé, ne l'avaient pas souhaité au départ, mais sont finalement satisfaits que cette réparation financière arrive. Comment tout ça se prend forme ? Alors très techniquement, à l'INIR, à partir du récit qui est totalement anonymisé, le collège se réunit et prend des décisions au travers d'une échelle qui permet d'évaluer, c'est des mots qui paraissent un peu violents quand on les dit comme ça, le niveau de gravité de ce qui a été subi par les personnes victimes, par la dimension des faits eux-mêmes, par la dimension des conséquences, et c'est d'ailleurs l'aspect principal, et aussi par la réponse de l'Église, que parfois on découvre en manquement important, et plus le temps passe, j'allais dire, et plus les manquements sont tangibles, c'est-à-dire qu'il y a toute la période où les enfants ne parlaient pas, où ça n'était pas nécessairement su, perceptible, et puis il y a le moment où c'était pas possible de pas savoir, et puis il y a aussi tout le moment où les enfants ont parlé, et c'est de plus en plus le cas le temps passant, avec le silence qui est imposé, et parfois aussi des actions qui sont très positives. Je pense à un père de famille qui est jardinier dans un séminaire, l'enfant parle, et on licencie le jardinier et on met dehors toute sa famille, puisque le jardinier avait aussi un logement de fonction. Voilà, des choses ici très, très actives. Donc le collège décide du montant de la réparation financière comme une étape au cours de l'accompagnement, puisque l'accompagnement continue dans la construction de ce qui est et ce que nous appelons les démarches restauratives. La dimension financière, elle est clé dans le sens où elle donne du poids à ce qui a été subi.
Et elle donne du poids aussi à la reconnaissance. Je ne le pensais pas comme ça au départ. Je pensais que c'était surtout un moteur de réparation. Et en réalité, c'est un marqueur qui est important aussi pour la reconnaissance. C'est parfois un point de discussion sur lequel on ne s'entend pas d'ailleurs toujours avec les personnes victimes. Et cette question du rapport à l'argent, dans un sens parfois totalement surdimensionné, mais aussi dans un sens, je dirais, sous-dimensionné. Des personnes qui évoquent des sommes qui ne correspondent pas du tout à la réalité des conséquences de ce qu'elles ont subi dans leur vie. D'une part et d'autre part aussi, des personnes qui disent, et ça a été un témoignage partagé hier dans un atelier, une personne qui dit « mais moi, le montant a été pour moi extrêmement violent parce que ça m'a fait prendre conscience du niveau de gravité de ce que j'avais vécu ». Donc la question de l'argent, elle est sensible, elle est très importante, et on a besoin encore d'ailleurs d'affiner quels sont tous les ressorts et quel sens ça peut prendre dans la démarche à la fois de reconnaissance et de réparation. Antoine Guérapon, à la CRR, comment s'articule aussi cette démarche? Comment percevez-vous, vous, puisque c'est votre spécialité, cette forme de justice en fait qui est assez inédite? C'est ça, nous on insiste beaucoup sur cette dimension de la justice, tout d'abord en donnant le vrai nom juridique aux choses. Quand il y a des crimes qui sont commis, ce sont des crimes, et ce n'est pas des gestes inappropriés, ce sont des crimes. Ça m'est arrivé à dire à un cistercien que sa place me semblait être plutôt à purger une peine de réclusion criminelle, plutôt qui sont décidées tous les jours en France. Bon, donc c'est bien nommer les choses. Deuxièmement, une fois travailler sur cette dimension de la justice, c'est-à-dire d'une réparation de quelque chose qui a été commis, d'un acte, pas uniquement sur ses conséquences. Et alors, c'est vrai qu'à la CRR, on a travaillé sur la fixation de cette somme. Alors, c'est très simple, on s'est fixé sur ce que décidaient les juridictions françaises, judiciaires françaises, sur les atteintes à la dignité, et on s'est aligné dessus comme plafond, pour apporter un plafond. C'est très important, je crois que c'est très si vous voulez, ce qu'on fait repose sur une double renonciation. La plupart du temps, les congrégations peuvent opposer le droit. Elles ont le droit pour eux. Et elles pourraient être à dire, il n'y a pas de preuve, c'est prescrit, fichez-moi la paix. Et face à cela, les victimes sont dans une douleur infinie et innommable. Et dans le fond, ce qui fonde cette justice, c'est l'impossibilité de ce que fait à la CRR, c'est l'impossibilité de la justice civile. Si c'est vrai, si les congrégations veulent faire du droit, alors là, ça va être très très vite fait, on ne va rien faire. Mais également, il faut que les victimes renoncent à qu'elles apportent une limite, qu'elles acceptent que leur souffrance trouve une limite. Et je crois que c'est sur cet échange qui est une double renonciation, et qui est de l'ordre plus du don que de la justice. C'est là-dessus qu'on se base notre démarche. Et c'est la condition pour que ça marche bien. Vous parliez lors de l'atelier hier d'une justice de commission, en l'absence de justice apportée par le système judiciaire français, notamment d'une part à cause de la prescription, puisque beaucoup de faits commis sur ces enfants devenus des adultes sont prescrits, et aussi parce que vous évoquiez le fait que les signalements n'étaient pas toujours suivis, même quand les faits n'étaient pas prescrits, d'une action concrète de la justice. Est-ce que vous avez l'impression d'agir comme sur ces manques en fait du système judiciaire français? Bien sûr, on agit sur les manques du système judiciaire français, mais je voudrais profiter de cette occasion pour dire à l'Église et aux évêques, à CEF et la COREF, qu'elles ont autorisé d'inventer quelque chose de nouveau. En fait, on arrive maintenant à plus de 2500 cas résolus d'une manière qui n'est pas judiciaire et qui est effectivement une nouvelle forme de justice. Et je crois que de ce côté-là, c'est extrêmement nouveau et ça peut inspirer d'autres secteurs de la société française, et Dieu sait s'ils sont nombreux, comme les fédérations sportives, les conservatoires, le spectacle vivant, les institutions, les médias, et ne parlons pas de l'école. Et je travaille par exemple avec l'éducation nationale sur la manière de s'inspirer de ce que nous faisons pour un nouveau traitement des violences à l'école. Voilà, donc je pense que ça c'est quelque chose qui est très... dans tout ce désastre est né quelque chose que moi j'estime positif et encore une fois, qui peut s'étendre.
Jean-Marc Sauvé. Oui, il faut souligner que dans ce drame, l'Église catholique en France vraiment marche en avant. Je veux dire qu'avec toutes ces questions d'imprescriptibilité, elle a inventé, elle a mis en œuvre un dispositif de justice restauratrice pour les personnes. Ce que je voudrais dire, et sans offenser les victimes, je suis bien conscient que ce que je vais dire va être difficile, mais s'il y avait l'imprescriptibilité, il y aurait le traumatisme d'une procédure judiciaire qui s'est considérablement humanisée depuis 20 ou 30 ans, mais qui reste traumatisant, car c'est bien à la victime de faire la preuve de ce qui lui est arrivé, avec le risque ultimement de l'impossibilité de rapporter cette preuve, puisque le doute finit toujours par bénéficier à l'accusé. Donc, voilà, la règle actuelle de la prescription, qui est 30 ans à compter de l'accession à la majorité, ouvre un espace quand même très important pour tenter d'établir les faits. Et je crois qu'au-delà, dans la balance entre les avantages et les inconvénients de la justice civile et pénale d'un côté et de la justice restauratrice de l'autre, je pense que la justice restauratrice a bien des avantages. En tout cas, dans les milliers de cas qui vont être réglés et dénoués, je ne suis pas sûr qu'il y aurait pu y avoir, avec l'imprescriptibilité, 50%, ni même 25% de condamnation. Et puis, moi je terminerai par ça, l'Église catholique, elle marche en avant, notamment par ce qu'elle a engagé en 2018, qui est de faire la lumière sur son passé. Bon, il y a pas loin d'1 million d'agressions sexuelles qui se sont déroulées, 900 000, dans des institutions publiques ou privées. Bien. Quelle institution publique ou privée a engagé ce travail de vérité? De vérité d'abord, de lumière, de mise à jour, et ensuite de reconnaissance et de réparation individuelle des personnes. Ben, il n'y en a qu'une, l'Église catholique. Depuis 7 ans, pour ma part, à chaque fois que j'ai pris la parole, à chaque fois que j'ai vu un responsable, un ministre, etc., je leur ai dit, les catholiques ont fait le boulot, vous, allez-y. Prenez... mais on peut prendre, je dirais, la protection de l'enfance, l'enseignement public, le sport, l'éducation artistique. Mais on a dénombré les victimes, on connaît les chiffres. Or, on met en place juste des dispositifs qui sont des dispositifs de prévention, c'est très bien, de signalement, de traitement des alertes, mais ça, c'est pour ce qui se passe en 2022, 2023, 2024, 2025. Mais ce qui s'est passé en 70, 80, 90, personne aujourd'hui n'a entrepris, mis à part l'Église catholique, et de faire la lumière. Et je tiens à le dire, il faut rendre hommage à ce travail. Je pense bien que les évêques, les supérieurs majeurs peuvent difficilement le faire. Moi, à chaque fois que j'ai pu le dire, je l'ai dit. Je suis encore prêt à retourner sur le 20h de TF1 ou sur France Inter à 8h du matin. Mais voilà, parce qu'on a tellement dit que l'Église avait tout mal fait qu'il faut dire qu'elle montre la voie. Et alors si voilà, l'Église semble vraiment en marche et peut-être en avance sur d'autres institutions, notamment avec les 2 organismes que vous présidez, est-ce que vous pouvez tout de même nous dire quels sont aujourd'hui les freins à votre action, Marie Derain, Antoine Guérapon? Voilà, quelles sont les résistances qui existent encore? Quels sont les freins?
Alors, il y a peut-être un premier frein qui est plutôt symbolique, c'est celui justement de ne pas complètement assumer ce qui est fait et les progrès qui sont faits. Alors, c'est bizarre de dire ça aujourd'hui alors qu'on est là pour faire un bilan d'étape, mais c'est aussi une réalité, et notamment dans la mise en cohérence des réponses qui sont apportées. Évidemment, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, tout le monde n'est pas à la même vitesse, parce que la prise de conscience n'est pas au même niveau sur l'ensemble du territoire français, dans tous les diocèses. Tous les diocèses n'ont pas non plus les mêmes moyens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sent très bien qu'il y a un enjeu à être en cohérence dans l'intensité des réponses et dans la complémentarité des réponses. Aujourd'hui, quand on a accompagné des personnes victimes à l'INIR, on sent bien que pour un certain nombre d'entre elles, il y a un enjeu fort à avoir quelque chose qui se poursuit dans le lien, un lien d'amitié, un lien de partage d'activités, parce qu'il y a une communauté de destin, d'un destin malheureux à un moment donné, mais qui peut aussi créer du beau, de l'intelligence collective, et qui le crée déjà, puisqu'il y a plusieurs collectifs qui sont dans ces dynamiques. On les a entendus hier, et peut-être on aura encore des échos aujourd'hui, et c'est important de le soutenir. Ça, c'est pas quelque chose que peut faire une instance nationale. Ça veut dire qu'on renvoie vers les diocèses, vers les cellules d'écoute en particulier, qui peuvent, à mon sens, jouer un rôle important. Et puis, dans l'activité quotidienne de l'INIR, pour revenir à quelque chose d'important pour les personnes victimes, c'est la question de la vérité. Je sais qu'on est parfois très insistant à l'INIR auprès des évêques quand on demande des confirmations de vraisemblance et qu'on vous pose des questions un petit peu précises. Les éléments de vérité, de compréhension de la situation, c'est déterminant pour les personnes victimes. Et nous, on le place comme quelque chose qui est aussi déterminant dans le cœur de l'accompagnement. Donc si ensemble, on ne joue pas cette même carte-là, on crée de la déception, mais au-delà de la déception, on réactive des traumas qui sont déjà sous le poids du silence qui a duré des années et des années. Donc on a besoin de cette alliance, et de cette alliance pour la vérité dans l'intérêt des personnes victimes. Antoine Garapon, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui encore faire obstacle à un travail fluide et à une prise de conscience de ce qui s'est passé? Alors, je crois que la prise de conscience, elle est là, alors pas aux mêmes vitesses pour tout le monde. Nous, on a constaté en 3 ans une évolution considérable des congrégations, considérable, mais très lente, par à-coups, souvent sous la pression des victimes qui s'étaient organisées, et donc dans l'immense majorité, en dehors de 2 ou 3 congrégations, un très très gros travail qui ont compris qu'elles se réparaient en réparant. Ça c'est un fait. Mais si je fais les comptes entre les cas que nous avons examinés et ce qui avait été estimé par la SIAZ, on a traité 1% des violences. 1%. 2500 sur 216 000 actes. Donc, il faut savoir que seuls 7% des violences sexuelles sont rapportées à la police. Donc, il y a un travail immense à faire, et je suis personnellement inquiet et malheureux de voir si peu. Je m'attendais à voir beaucoup plus de demandes. Donc, je rejoindrai les propos d'Olivier Le Borgne hier, qui me semblent très, très justes. Ne pas tourner la page. Ne pas tourner la page. Moi, je suis frappé, je fais beaucoup d'interventions publiques et je suis interpellé sur la SIAZ. Je suis interpellé sur les fondamentaux de la SIAZ, qui sont simplement appropriés que maintenant. Et donc, l'affaire Betaram a relancé. Pour le temps social, il y a quelque chose qui commence avec Betaram. Ça paraît incroyable. La commission parlementaire, donc très, très récente. Et il faut absolument s'attaquer à cette... ne pas tourner la page. Et puis enfin, en droit, vous savez, les juristes distinguent les causes proches et les causes lointaines, causées proximées et remontées en droit pénal. Et je crois qu'on est assez au clair sur les causes proches. Reste à s'attaquer aux causes lointaines. En fonction de tout ce que vous nous dites là et du travail immense qui est encore devant vous, se pose bien sûr la pérennité de vos instances. Je vous pose donc la question, comment les voyez-vous? Est-ce que ce travail peut s'arrêter? Moi, j'ai vécu
une intranquillité dans cette responsabilité comme jamais je ne l'ai vécu, même professionnellement, même dans un cabinet ministériel. Donc c'est dire la complexité du sujet, le besoin de réactivité permanente. Donc aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, contrairement d'ailleurs à ce que j'avais dit il y a 1 an à l'Assemblée plénière, comment se vivra la fin du mandat, de ce nouveau mandat jusqu'en 2026. En tout cas, j'ai une certitude, c'est que une réponse doit se poursuivre. Nos 2 instances ont été une réponse de crise à une situation de crise. La situation de crise a été révélée par la SIAZ. Nous avons mis en place des réponses de crise. Aujourd'hui, il faut travailler à la transformation. Pour nous, à l'INIR, avec le collège en particulier, mais aussi l'ensemble des référents et je le cite quand même, 42 personnes qui contribuent à l'INIR, c'est important de le signaler, sur la base de 12 salariés, bientôt 13. Donc ça veut dire aussi de nombreux bénévoles, c'est aussi important de le souligner et de leur rendre hommage à tous. C'est notre travail pour l'année à venir. Travailler à la transformation pour une transformation durable. Antoine Guérapon, votre instance, comment la voyez-vous évoluer? Notre instance, elle a été, je le disais, ça a été pour nous très très important, rejoindre par les protestants. Il y a une communauté juive qui nous a confié un cadre qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Et donc, je vois une pérennité absolument nécessaire, peut-être avec un rapprochement, un destin commun, parce qu'on est très proches, on fait les mêmes choses et on est parti dans des crises, sur la même crise. Donc, pérennité absolument, ouverture souhaitée. Merci. Merci beaucoup à tous les 3 de nous avoir éclairés vraiment sur cette question majeure. Je vous propose qu'on passe maintenant aux questions. Je crois qu'on est dans le timing. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Oui, nous disons séance de questions, mais on peut poursuivre comme hier, c'est-à-dire que cette discussion que vous avez eue ensemble, tous les 4, je pense que c'est le moment de l'élargir à l'ensemble des présents aujourd'hui. Vous avez dit qu'il fallait des gens formés pour écouter. Je vous rappelle que nous avons des écoutants parmi nous qui sont là. Voilà, puis je les remercie. On peut peut-être aussi les remercier d'être là avec nous aujourd'hui. Voilà, vous avez la parole. Micro. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça me replonge dans mes études de droit quand j'étais jeune. Alors, j'avais quand même une question que vous n'avez... Père Jérémy Bouvier, du diocèse d'Aix-en-Provence. Voilà. Puisqu'il y a un certain nombre de faits qui sont prescrits, comment établissez-vous la réalité des faits, puisqu'il n'y a pas d'enquête? Et l'autre chose, c'est, puisque là aussi il y a prescription, on a parlé bien entendu des victimes, mais justement dans la réparation pour les victimes, quelles sanctions pour les auteurs? Alors, le principe, comme pour la SIAZ, et ça c'est déterminant, c'est de tenir pour vrai, je l'écris comme ça dans la lettre de reconnaissance, ce qui est confié par la personne victime. Parce que c'est le drame des violences sexuelles, c'est que justement les adultes qui ont été victimes enfants, toute leur vie, on ne les a pas crus, ou jamais on ne les a crus. Je ne sais pas comment le dire, mais enfin, en tout cas, ils arrivent à l'INIR, ils confient un immense pan de leur vie. Et les premiers mots, il y a une référente qui est dans l'Assemblée, je sais que ça fait partie des discussions du démarrage de la formation d'intégration, de la manière de dire « je vous crois, je te crois, enfin, je vous crois ». Ça ne veut pas dire que c'est la vérité vraie, parce qu'il n'y a pas d'enquête. Hein. On a juste une étape de confirmation de vraisemblance. Et aujourd'hui, au travers des plus de 800, presque 900 même, décisions qui ont été prises par le collège, on a établi une façon de qualifier cette vraisemblance. Il y a quand même, dans la grande majorité des cas, des diocèses qui confirment la vraisemblance.
soit parce que la personne était identifiée, soit parce qu'il y avait déjà eu d'autres victimes qui s'étaient manifestées, ou bien parce qu'il y a aussi eu tout simplement des procédures judiciaires à un moment donné, ou des poursuites, des engagements de procédures canoniques. Ensuite, il y a des établissements d'information qui nous permettent de dire que la vraisemblance est confirmée. Donc il y a confirmation de vraisemblance, la vraisemblance est confirmée. C'est-à-dire que le diocèse ne revient pas vers nous en nous disant formellement « je confirme la vraisemblance », mais les éléments qui sont fournis permettent vraiment de pouvoir dire la vraisemblance est confirmée. Et le dernier élément, qui est très rare en réalité, le dernier niveau, c'est celui où on ne peut raisonner que par faisceau d'indices, avec des correspondances de présence du prêtre à ce moment-là, dans telle circonstance, et puis surtout de notre point de vue, ce qui est repéré dans les conséquences de la vie de la personne. Et là, c'est toute la dimension prise en compte du psychotrauma et la formation qui est conséquente à l'INIR sur cet aspect-là, justement pour repérer quelles sont les manifestations du psychotrauma qui permettent de confirmer effectivement qu'il y a eu violence sexuelle. Je me dois de vous dire que néanmoins, c'est pas arrivé souvent, mais à 3 reprises, alors on essaye de ne pas aller jusqu'à la décision pour éviter justement de réactiver les traumas, mais à 3 reprises, au bout du bout, on n'a pas réussi à pouvoir établir un lien de responsabilité entre un auteur désigné ou un contexte bien identifiable et une personne victime. Et pourtant, c'est certain que ces personnes avaient été victimes de violences sexuelles au regard de ce qu'elles montraient, mais on ne pouvait pas établir le lien de responsabilité. Mais ce qui est, encore une fois, vous l'entendez, rarissime. Sur les auteurs? Oui, sur les auteurs, nous, la question c'est que 80% des auteurs sont décédés. Et donc se pose la question de leur identification parfois, qui est difficile. Ce qui est certain, c'est qu'il y a, comme le disait Marie, quelque chose de l'ordre du pari. On croit les gens, et c'est très rarement contesté par les communautés. Alors, il y a ce que j'appelle des clusters, c'est-à-dire que dans une congrégation, il y avait tel collège, tel monastère, telle communauté qui dysfonctionnait. Et donc, ça fait que même à très très grande distance, il y a des prédateurs à dispositif, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils font toujours de la même manière, ils opèrent de la même manière, si bien qu'en fait, à très grande distance, on peut identifier. Et les communautés disent oui, ça telle communauté. Alors, il y a des, comment dirais-je, je suis tout à fait d'accord sur le tableau de la victime qui est en soi une confirmation, d'autant plus qu'elle n'a aucun intérêt. Elle n'a plus aucun intérêt à venir. Il n'y a pas de conflit en cours, comme les dénonciations calomnieuses. Elle a peut-être un intérêt financier, mais certainement pas de calomnieux. Alors, on avait très peur au départ des passagers clandestins, des gens qui avaient profité du système. En fait, on en a très très peu eu jusqu'ici, à notre connaissance, moins de 5, et un peu d'expérience permet d'avoir des interrogations, et dans les 2 cas avérés, l'un d'ailleurs l'un est venu rapporter les faits qui avaient en fait été vécus par sa femme, qui ne voulait pas témoigner. Et donc il a témoigné pour elle, mais ça ne lui était pas arrivé. Et l'autre, c'était un prêtre où son évêque nous a dit, son responsable nous a dit, il faut le calmer. Donc, mais c'est absolument infinitésimal sur les 1000 cas qu'on a traités. Peut-être juste sur la question de la culpabilité, nos instances n'ont pas été construites pour aborder cette dimension-là. C'est vraiment le temps de la réponse aux personnes victimes. Donc on ne va pas sur ce terrain-là. En revanche, quand je parlais de cohérence et de mise en cohérence des réponses de l'Église, il y a cet aspect-là des choses, effectivement, qui a été abordé à plusieurs reprises hier. C'est important de pouvoir être en complémentarité. Je me tourne vers Alain Chrisnart. J'ai appartenu à sa commission jusqu'à prendre la présidence de l'INIR.
On a déjà engagé un travail aussi pour se dire est-ce qu'on n'a pas des ponts à faire, justement pour que cette question de la culpabilité et du soutien aux évêques dans l'attention à avoir aux personnes qui commettent les violences sexuelles, pour moi c'est une évidence. Et après aussi ce focus, il me semble qu'il y a une maturité pour aborder ces questions-là aujourd'hui. Après le focus sur les personnes victimes, il faut vraiment aborder résolument aussi la question des réponses apportées aux auteurs. Antoine Guerre, après vous Oui, juste un mot, c'est une question qu'on nous pose souvent. On fait assez rarement, quand les auteurs sont vivants, souvent ils sont très âgés, les victimes ne veulent pas les voir, eux ne veulent pas voir les victimes, et on hésite parce que c'est vraiment le grand âge. Dans les confrontations entre l'auteur-victime, il y a deux catégories. Il y a l'auteur qui est toujours dans le déni, et avec ça on ne peut pas faire grand-chose, et même je crois qu'il vaut mieux éviter une rencontre avec quelqu'un qui est dans le déni un peu pervers, qui reporte sur l'autre. On a aussi des religieux repentants, et avec lesquels on fait des rencontres extrêmement réussies, extrêmement productives. C'est une toute petite minorité, mais ça arrive. On va passer à l'intervention suivante. Je ne sais pas où est le micro. Alors, oui, bonjour, Franck Javary, évêque de Châlons. Je voudrais juste revenir sur ce chiffre de 1% que vous citiez, Monsieur Garapon. Est-ce que c'est une sorte de plafond de verre qu'on ne pourra pas dépasser parce que des gens sont morts, ne veulent pas en parler, ou ont appris à vivre avec, ou parce que nous ne sommes pas assez connus? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut faire mieux ou est-ce que c'est indépassable? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Je pense que nous, on a peut-être évalué... préciser les 1%, le chiffre, à quoi il correspond exactement? C'est le chiffre de personnes qui se sont adressées à vos deux c'est instances ça. rapport au chiffre de victimes qui a donné la SIAZ. C'est le rapport entre le nombre de victimes identifiées qui se sont adressées à la commission et le nombre de victimes qui ont été estimées au travers d'une enquête en population générale sur un échantillon de 28 000 personnes. Voilà. Mais sur ce sujet, je voudrais dire que au sein de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, il y a eu 28 000 signalements, enfin 28 000 appels de victimes d'inceste, mais sur un dénominateur très nombreux, et là le taux n'est pas de 1,3-1,4% comme à la SIAZ, le taux est de 0,5%. Autrement dit, quel que soit l'échantillon de la population française sur lequel on travaille, je pense que le pourcentage des victimes qui se manifestent après un appel à témoignage, qui, aussi diffusé soit-il, reste toujours un peu confidentiel, on ne dépasse pas beaucoup 1%. Et je pense que l'exemple de la SIAZ montre qu'on est monté à un niveau qui est sans précédent, puisqu'on est à plus de 1%, on n'est même pas loin de 1,5 en réalité. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, mais ça, sur les 216 000 victimes, toutes ne sont pas affectées de la même manière et certaines ne sont pas affectées ou plus que cela. Il y a une très très grande inégalité devant le trauma. C'est la fameuse comparaison des poupées. Vous donnez le même coup de marteau sur une poupée en chiffon, une poupée en verre ou une poupée en métal, ça n'a pas les mêmes conséquences. Ça détruit quelqu'un et ça fait juste un peu de bruit. Et donc, oui, il faut continuer à en parler parce qu'il faut augmenter ce chiffre. Pourquoi? Dans beaucoup de cas, les victimes nous disent « Moi, j'ai été victime, mais je ne suis pas le seul. Dans le dortoir, pratiquement tout le monde y passait. » Il y a une patrouille de louveteaux qui disent on va rester ensemble toute notre vie, on ne va pas se séparer jusqu'à ce qu'on puisse parler. Aujourd'hui, ils ont 45 ans, il y a un des 4 qui s'est suicidé et les autres n'arrivent pas à parler. Toujours pas. Donc il y a véritablement un travail sur le long terme
pour faire monter ce chiffre qui ne sera jamais, je rejoins absolument Jean-Marc, qui ne sera jamais très élevé, mais où sont tous les autres du dortoir? Jean-Marc Sauvé. Oui, lorsque dans l'amphithéâtre Marsolon, on restitue le rapport de la SIAZ le 5 octobre 2021, lorsque je sors de cette séance, j'ai reçu 2 appels de correspondants, des gens qui savent ce que je fais depuis 3 ans, qui me connaissent personnellement, qui ont mon numéro, et qui attendent la restitution du rapport pour dire « on n'imaginait pas que tu pourrais aller aussi loin, voilà ce qui m'est arrivé ». Voilà, des personnes qui me connaissent, et c'est extrêmement simple de m'envoyer un message pour dire « voilà ce qui m'est arrivé ». Et dans les 2 semaines qui ont suivi la remise de notre rapport, nous avions donc 2750 témoignages distincts de victimes. Bien, nous en avons reçu 10% de plus. Je ne dis pas que la totalité de ces 10% était absolument véridique, puisqu'on n'a pas fait d'audition. C'était terminé. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose qui reste extrêmement mystérieux, c'est le mécanisme de libération de la parole. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment donné, dit « ben voilà, j'en étais ». Je prends un autre exemple. Un garçon avec qui je suis en 6e, je suis toujours en relation avec lui, je suis le parrain de son fils. Il sait que j'accepte la présidence de la SIAZ, il me dit « c'est très bien », mais il ne s'est jamais signalé comme victime, il n'a jamais redit à la SIAZ ce qu'il m'avait dit à l'âge de 12 ans, quand on était en 6e ensemble. Mais des cas comme ça, il y en a une infinité. Marie Derain, quand on préparait l'intervention, vous me disiez l'importance des collectifs, justement, pour arriver à fédérer, à porter une parole, à l'élargir. Oui, c'est souvent d'abord un effet positif d'être entre pairs qui crée d'emblée la confiance. Et puis la réassurance à la fois pour porter sa parole, pour aider certains à porter leur parole, et puis la réassurance dans la construction de démarches positives et constructives et éminemment réparatrices. D'abord parce que dans un collectif, on n'est pas tous au même moment, dans la même forme, y compris face à des événements aussi dramatiques. Et cette solidarité qui porte les uns les autres, elle est essentielle, y compris dans la capacité à pouvoir dénoncer des faits, à pouvoir s'adresser à l'INIR. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, notamment en Vendée et puis à Tours, parce que c'est des expériences qui ont été extrêmement riches et marquantes. Mais en Vendée, on a encore aujourd'hui des effets du collectif, alors que c'est le premier collectif avec lequel on a travaillé dès le printemps 2022. Et en fait, la manière d'être soutenu, même si ce collectif n'existe plus formellement aujourd'hui, produit des effets pour d'autres, donne du courage, aide à sortir de ces difficultés. On le voit aussi dans les fratries. Et on voit, à contrario, que des personnes isolées ont parfois beaucoup plus de difficultés à remonter, à se restaurer, à se réparer, parce que justement elles sont isolées et qu'il y a un manque de solidarité, de proximité. Et là aussi, c'est un appel dans la cohérence des réponses que j'adresse notamment au niveau des diocèses. Comment on peut favoriser, on voit par exemple à Tours, encore une fois, personne ne m'a donné quoi que ce soit, rassurez-vous, mais on voit comment et le collectif, et le diocèse, et la cellule d'écoute ont été déterminants dans la construction de tous les projets et dans l'apaisement des relations, parce que, évidemment, aujourd'hui, on regarde tout ça très tranquillement. Je vais me faire, là, le porte-parole du collectif qui ne m'a rien demandé non plus, mais la première fois que je les ai rencontrés, ils avaient une immense colère contre le diocèse, parce que c'était quelques semaines après la journée, la célébration mémorielle qui avait eu lieu à la cathédrale, et on avait tout fait pour maintenir ce collectif en dehors de la cathédrale. La très belle histoire, c'est qu'un an après, le collectif
est impliqué dans la préparation de la célébration. Et 2 ans après, on dépose une plaque dans la basilique et on poursuit un temps extrêmement fort à la cathédrale dans ce moment mémoriel. Et c'est vrai que le collectif apporte un espace de dialogue avec les autorités et un vrai réconfort pour les membres du collectif. Voilà, une question, je vous écoute. Bonjour, je suis Laurence Poujade. Je suis la première victime reconnue par la CRR à avoir rejoint l'association Vie religieuse et famille fondée par mes parents. Donc mon observation comprendra 3 points. D'abord des remerciements, ensuite un état des lieux, et rapide, je vous rassure, et ensuite une question. Donc mes premiers remerciements s'adressent au journal La Vie, puisque parmi tous les journaux de la presse catholique, il a tenu une place éminente en 2001 avec la publication des gourous dans les couvents. Et je remercie évidemment Bernadette Sauvager, ici présente, et Laurent Gibowski, qui ont pris leur part de responsabilité dans la manifestation de la vérité. Je vous rappelle qu'à cette occasion, il y a eu une descente des vicaires généraux et évêques dans les locaux de la Vie pour faire pression sur les journalistes. Donc on revient de loin quand on voit cette assemblée unie. Je voudrais remercier évidemment tous les curés qui nous ont soutenus dès le départ, et en particulier le père Hugues de Voilemont, ancien curé de Chaville, puisque l'association Avref était domiciliée à Chaville, qui nous a toujours écoutés et favorablement avec une oreille attentive. Mes seconds remerciements s'adressent avec une immense gratitude à Jean-Marc Sauvé, qui a ouvert en fait la question des majeurs vulnérables, qui n'était pas forcément celle qui était attendue de la part de l'Église au départ, qui a su créer un groupe miroir pour que les victimes puissent communiquer entre elles. Et ça, nous lui devons une éternelle reconnaissance, ainsi que le fait d'avoir mentionné le mot systémique, qui n'était pas du tout acquis au départ. Donc sans l'œuvre de Jean-Marc Sauvé, en fait, et de tous ceux qui l'ont accompagné dans la SIAZ, c'est très clair que nous ne serions pas ici. Je voudrais remercier Monsieur Garapon, parce que son action à la tête de CRR m'a permis d'être enfin reconnue comme victime. C'est un parcours qui s'étend sur 30 ans et qui n'est pas encore terminé, dans la mesure où la communauté Saint-Jean ne veut pas accepter en fait la médiation reconnue par la CRR pour le moment. Un état des lieux rapide, c'est une réaction en fait par rapport à la phrase qui a été prononcée. Je voudrais dire solennellement aux victimes ici présentes, non, vous n'avez pas raté votre vie. Quelles que soient les conséquences au point de vue professionnel, familial, les troubles psychologiques, les troubles de comportement alimentaire, les pensées suicidaires, vous n'avez pas raté votre vie. Pourquoi ? Parce que vous avez accompli votre dimension prophétique, votre dimension, votre sacerdoce royal, baptismal. Et pourquoi ? Parce que, vous voyez, dans la prière d'Esther, elle s'adresse à Dieu, elle lui dit « Je suis seule et je risque de mourir ». Et à chaque fois, en fait, qu'une victime se dresse et met en cause son bourreau, eh bien, elle libère son peuple. Et donc, elle a une dimension prophétique. Il n'y a aucune opposition entre le fait de parler de victime et le fait d'évangéliser. C'est exactement la même chose, en réalité, quand on reprend la prière d'Esther. Et enfin, ma dernière observation, c'est comment coopérer davantage avec la CRR, puisque une fois que notre dossier est étudié, on n'a plus de lien, en fait. Et je pense qu'on pourrait un peu mutualiser nos forces. Et en tout cas, je suis à la disposition de la CRR si elle a besoin. Voilà, merci. Antoine Garapon, une réponse
efficace. Oui, oui, merci beaucoup. Non, merci beaucoup à Laurence Poujade. Je pense comment coopérer, on réfléchit, c'est plus qu'on réfléchit, on comprend de plus en plus le rôle des collectifs de victimes après, après notre action, pour témoigner, pour aider des communautés, pour continuer d'intervenir dans des formations. Donc je crois que il y a véritablement un travail qui en partie d'ailleurs nous échappe parce qu'il se fait entre les congrégations et les collectifs de victimes. Alors voilà, donc je souhaite personnellement, comme vous, cette coopération. Merci.